Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Gérald. Gérald, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour Laurent, Gérald Thiraud. Je suis formateur au sein du Greta sur des dispositifs d'insertion et j'ai aussi, en plus de ce métier-là, je fais de la veille sur les réseaux, euh, de la veille informationnelle sur tout ce qui est éducation, formation, intelligence artificielle et tout ça. Très bien. Et de quoi tu veux nous parler précisément alors aujourd'hui ? J'aurais bien voulu parler justement de la veille comme un élément central pour le formateur, hein. Ouais, Le formateur et la formatrice, bien sûr. tout à Je fait. n'oublie pas. Eh ben écoute, je t'écoute. On t'écoute avec attention, Gérald. Oui, je voulais parler de la veille parce que, comme on a eu un peu discuté avant, c'est un élément que je trouve qui est un peu mis de côté dans le référentiel de compétences pour le titre FPA. C'est une ligne dans la dernière compétence. Alors que je trouve que c'est, comme je le disais, c'est vraiment une pierre angulaire pour le développement professionnel du formateur ou de la formatrice. Parce que moi, je le vois très bien à la sortie de mon titre pro FPA. J'ai pas pris mon titre pro pour quelque chose, ça y est, il est acquis, j'ai plus besoin de rien voir. Au contraire, le plus dur, enfin tout ce qui restait à faire encore était, il y en avait beaucoup, beaucoup de choses qu'encore que j'ignorais du métier de formateur. Et la veille a été pour moi et est encore un élément salutaire au niveau de mon développement professionnel. Et c'est pour ça que je me fais une joie de partager les éléments de ma veille, le fruit de ma veille sur mes différents réseaux. Concrètement, t'as commencé comment cette histoire de veille? C'est venu comment? Alors, si on retourne à la genèse de cette histoire, c'est quand j'étais sur le titre FPA, donc à l'AFPA. Au tout départ, c'est venu, j'avais la formatrice, on devait faire sur un outil, un digicalc, enfin, ouais, c'est ça, un digicalc, pardon, où en fait on devrait renseigner les différents lieux pour les différents stages en entreprise. Enfin, oui, c'est ça, pour les différents stages en entreprise. Et en fait, comme beaucoup, on ne connaissait pas cet outil. J'ai dit, oh, ça doit être simple. Je dis à ma formatrice, il doit y avoir des tutos ou des choses comme ça. On doit trouver des ressources en ligne. Et à partir de là, elle m'a dit, bon, tiens, je vais te charger de faire une présentation et d'accompagner le reste du groupe à l'utilisation de l'outil. À partir de là, j'ai fait une présentation et j'étais chercher des ressources. Et je pense que depuis ce jour-là, en fait, ça m'a pas quitté. J'ai été tout le temps chercher des éléments, en fait, pour approfondir les choses qu'on voyait en formation. Donc, j'avais toujours on va dire une soif de curiosité qui est toujours pas éteinte, hein, à l'heure actuelle, où j'ai toujours besoin d'aller fouiller au plus profond pour alimenter ma réflexion. Et c'est pour ça qu'après, j'ai gardé, hein, j'ai été sur des sites sur Cursus, Idologie au départ, plein d'autres choses qui m'ont passionné. Et je le continue encore. D'accord. Tu as commencé à la structurer comment ta veille? Parce que justement, on demande au FPA d'avoir une veille professionnelle. Comment tu l'as matérialisée? Comment tu l'as structurée? Alors au départ, c'était assez, on va dire que c'était assez brouillon parce que j'avais pas de notion. Moi, je faisais de la veille comme ça. J'allais sur les sites, il y avait des articles qui m'intéressaient et très vite est venue cette envie de cette veille. Il faut que j'arrive quand même parce que c'était très long parce qu'au départ, fallait que j'aille site par site chercher l'information. Et j'ai dit, c'est une perte de temps au bout d'un moment, c'est une perte de temps. Puis il y a des choses que j'aimerais bien aussi garder, organiser, structurer, faire donc de l'autre versant de la veille de la curation. Et j'ai dit, mais alors, c'est là que je me suis intéressé à certains outils numériques, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Et j'ai découvert au départ, j'ai été sur Pocket, qui est une application qu'on peut avoir aussi sur mobile,
où on garde les articles de côté, on peut les stocker. Et ce qui est intéressant en plus avec l'outil, c'est qu'il vous permet pour un article à lire, il vous le transforme en un article à écouter, avec une voix de synthèse. Bon, au début, ça allait très bien, et puis après, j'ai trouvé que l'outil était assez limité dans le fait d'organiser les éléments de veille. Et je me suis orienté vers quelque chose qui s'appelait Clipix, qui me permettait d'organiser aussi les choses, mais j'ai lâché très vite parce qu'il me convenait plus. J'ai atterri sur un autre outil qui s'appelle Flipboard, qui vous permet de créer des magazines en fait avec les éléments de votre veille. Donc vous les organisez sous thématique. Vous pouvez les rendre visibles ou non visibles pour pouvoir y partager. Et en fait, ça vous crée ce qu'ils appellent des magazines. C'est comme si vous tourniez des pages. Et là, vous avez les liens vers les sites, les vidéos, podcasts. Donc ça, j'y ai gardé. Et puis après, je suis passé sur un autre outil qui s'appelle Wakelate, où là, ce que je trouve très très bien, c'est grâce à Alexandra Coutelet, de l'école branchée. Alors, elle n'était pas l'école branchée à l'époque quand elle avait parlé de cet outil-là, et je trouvais super intéressant. Où on peut créer ce qu'ils appellent, on peut créer des différentes catégories, des sous-catégories dedans, et on peut intégrer tout ce qu'on veut comme ressources, podcasts, des tweets, enfin plein de choses diverses. Donc c'est comme ça que je conserve une grande partie. C'est un peu ma bibliothèque à moi que je mets de côté, mais qui est en libre accès pour les gens qui veulent y aller directement depuis mon site web. Et de l'autre côté, pour la veille, pour l'automatiser, je me suis orienté vers un outil que j'avais découvert, c'est Feedly, qui est vraiment Ouais. top, où en fait j'ai juste à une technologie qui n'est pas nouvelle, qui s'appelle les flux RSS, et qui est vraiment génial. C'est qu'en fait, voilà, j'ai mis les flux RSS des différents sites que je suis directement dans l'outil, et puis je les ai catégorisés, puisqu'on peut faire des dossiers. Et en fait, dedans, après lui, tous les jours, je vais le regarder et il me sort ce qu'il appelle un digest. Donc en fait, il sélectionne des informations de ces différents dossiers et il me propose une sélection d'articles et tout ça que je peux consulter. Ce qui ne m'empêche pas, moi, d'aller regarder les différents dossiers pour voir s'il y a des articles qu'il n'aurait pas sélectionnés qui auraient pu m'intéresser. Et ça me permet aussi de les garder, de les mettre de côté pour les lire plus tard, d'en garder, de les remettre en favoris. Et puis très vite, j'ai eu beaucoup. Je suis arrivé au-delà de la catégorie, enfin du nombre de sites que je pouvais suivre, de lire. Donc j'ai pris aussi InnoReader, qui est à peu près la même chose que Feedly, mais qui a des petites fonctionnalités en plus que j'aime bien, parce qu'on peut annoter les articles qu'on met à lire plus tard. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes. Et là, c'est pareil, j'ai mis d'autres sites que j'ai catégorisés. Là, par exemple, sur InnoReader, j'ai mis beaucoup de sites anglophones que je garde de côté, que je suis. Parce que l'autre composante de la veille que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, à partir d'un navigateur, je veux dire, vous pouvez aller lire un article en anglais, il se traduit automatiquement. Donc, il n'y Oui. en a plus de barrière de langue. La tour de Babel, ça n'existe plus. On peut aller regarder très facilement, lire des articles très facilement. Maintenant, même si c'est des articles qui sont écrits de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, tout à fait. Donc On voilà voit pour le cette... panorama un peu des outils que j'utilise au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment Feedly, InnoReader pour tout ce qui est ma veille, et puis tout ce qui est curation, j'utilise vraiment Wakelate, vraiment un outil génial. Tes outils ont bien sûr des systèmes d'indexation hein, pour s'y retrouver facilement. Comment ça? C'est-à-dire que tu tapes un mot-clé, tu vas retrouver Oui, un certain... oui, on peut taper par mots-clés et il va retrouver dedans tout de suite, ouais. J'aimerais qu'on parle de quelque chose tous les deux. Pour moi, la veille est quelque chose de permanent et d'actualisé. Je ne te le Imaginons, fais pas dire. au quotidien, je fais de la veille, enfin, je le fais vraiment, mais au quotidien, je fais de la veille, je perçois de nouvelles informations, je découvre des nouveaux logiciels, enfin, et j'ai l'impression, moi, alors je force un peu le trait, mais qu'en vérité, j'apprends des trucs au jour le jour, tu vois, et que cette espèce d'aspiration vers le toujours apprendre plus, au bout d'un moment, je me demande, mais du coup, est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que toi, tu as ressenti des choses comme ça? Toi qui es Bon, de vraiment toute le façon, pro de la veille. le pro, on va dire que je suis plutôt un débutant avancé. Ouais, bah, débutant très avancé de la veille, donc. Ouais, mais c'est pas parce que j'y consacre aussi du temps, mais puis on fait tous de la veille à notre niveau, plus ou moins. Hmm. Mais oui, bah, de toute façon avec maintenant avec les réseaux, le flux d'informations qu'on a, si on veut pas être noyé dans l'infobésité,
Mm. Un terme que j'ai beaucoup aimé, Jean-Noël Saint-Rapt parlait de pédagogésité, où en fait, tellement on va chercher de l'information, des ressources pédagogiques en voiture, voilà, que on rejoint cette infobésité. Il nous en faut toujours plus, quoi. Mais non, parce qu'en fait, quand je fais ma veille, même s'il est, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Moi, je suis des sites. Bah, il n'y a pas tous les articles qui vont me. Bah, déjà, c'est des sites que je suis. Donc, le premier filtre, il est fait là. Ensuite, je lis un peu, enfin, les articles, puis tout ce qui est les métadescriptions. Ce qui est beaucoup intéressant, c'est les titres, ouais, la métadescription. Et puis, à partir de là, je refais un tri, quoi, en fait. Tous les articles Mm. vont pas forcément m'intéresser. C'est vraiment qu'il y ait quelque chose, une plus-value, parce que des fois, on peut tomber sur des articles qui vont réexpliquer la même chose que j'aurais vu dans un autre article, par exemple. Voilà, justement, ça c'est quelque chose que je trouve, moi en me baladant sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où tu sais, il y a ces fameux espèces de posters là, d'HEC Montréal qui Ouais, ressortent avec des piliers, un iceberg. Il y a une espèce de redite là, tu sais, il y a des gens, tu sais, qui te sortent ça, bah, pour eux c'est certainement nouveau, tu sais, qui le partagent, sauf que toi ça fait 3 ans que tu l'as vu. oui, bah, Et du coup, bah, c'est le bon exemple parce que justement, oui, oui, on doit ces posters-là à Frank Erling, de la DAIP de HEC Montréal. Et c'est vrai que, enfin, ils sont très bien faits. Et c'est vrai que bon, après, on les revoit régulièrement postés, bah, parce que les gens, c'est un peu, c'est normal. Ils viennent de le découvrir, donc du coup, ils le trouvent génial. C'est ce qu'il y a vrai en plus. Donc ils le repostent et voilà. Après, c'est vrai que sur les réseaux, tu leur vois défiler, quoi. bah oui, est-ce que c'est pas un peu phagocytant d'avoir cette récurrence plutôt que d'avoir des gens qui feraient des veilles et qui nous, par exemple, qui attireraient notre attention sur des éléments de cette veille? Parce que très souvent, les gens partagent des choses, c'est un peu comme un réflexe. Et puis, c'est du genre, je vais avoir l'air, enfin, peut-être ça va me donner un air aussi intelligent que ce que je partage, si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Et donc, du coup, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'excède, ce genre de choses-là. J'aime bien les gens qui vont partager à travers l'expérience, l'expérimentation qu'ils ont fait. Tu sais, c'est tous ces unboxings de produits que les gens t'expliquent ce que c'est, mais ils l'ont pas. Pour ça, je trouve ça, ouais, ça fait du buzz, ça fait du clic, mais en vérité, ça t'apprend rien. Toi, comment tu vois, pour toi, c'est quoi quelqu'un qui partage quelque chose qui va rentrer dans le travail et qui est efficace? C'est quoi tes critères? Après, là, par rapport à ce que tu viens de me dire, ça part aussi de toi en tant que qu'est-ce que tu veux mettre en place comme veille. Donc, c'est-à-dire pas uniquement les sites, mais aussi les personnes que tu souhaites suivre. Si je prends l'exemple de LinkedIn, forcément, il y a des personnes dont les posts ou ce qu'ils vont republier ou publier vont te toucher parce que tu vas y trouver une valeur ajoutée, une plus-value dans ce qu'il y a. Donc forcément, c'est des personnes où tu vas activer la cloche et en fait, tu vas suivre régulièrement ce qu'ils postent. Il y a un tri qui Ouais. se fait au niveau de ça aussi. Et il y a un moyen de les repérer facilement, ceux-là? Ah, T'as des techniques? T'as des oh, tips? non, des techniques, non, parce que ça va être vraiment en fonction de la personne. Bah, puis aussi, moi, de ce que je cherche, en fait, hein, aussi, quels sont les objectifs de ma veille. Moi, je cherche vraiment. Ça m'a permis de réfléchir un peu à ma veille, parce qu'au début, je la faisais comme ça pour moi. Mais qu'est-ce qu'en fait je cherche réellement dans cette veille? C'est des éléments de réflexion, des partages de pratiques, des choses qui en fait qui vont m'amener à, tu vois, à remuer mes méninges, à poser, à me dire tiens ben ouais, à essayer de me projeter. Tu vois, on parlait de ça avant. Se Mm. projeter, tiens, il y a telle pratique, elle me décrit la personne me décrit sa pratique, elle explique pas à pas les choses qu'elle fait. Je dis ouais ouais, et j'essaye par rapport à mon contexte professionnel de voir comment je pourrais me l'approprier, refaire ceci comme ça. Et je me dis, après, c'est pour ça que je repars, je me dis, tiens, peut-être qu'une personne, elle aura une réflexion selon son contexte, elle va pouvoir aussi réfléchir là-dessus. Ça va amener la réflexion à cette personne, sur Mm. sa pratique. Je pense à quelque chose, tu sais, il y a un principe qui dit qu'on ne voit pas ce qu'on ne connaît pas. Du coup, dans cette dimension de veille, est-ce qu'on est condamné à voir ce que l'on connaît déjà ou bien comment on est happé par quelque chose d'innovant, enfin d'innovant au sens de nouveau, dont on n'aurait pas entendu parler ou tu vois, c'est cette espèce de petite information qui est très efficace, mais qui pour toi va pas te cingler les oreilles direct. Et tu es confronté à ça, des fois, tu penses à ça ou pas? Il y a des fois aussi, là,
Je sais pas si ça va répondre à ta question, mais il y a aussi, je laisse aussi une part au hasard dans la veille. Alors, on va dire, Ouais. quelqu'un qui automatise toute sa veille, il laisse une part au hasard. Ouais, parce que en fait, il y a des fois des personnes que je suis ou pas forcément qui vont reposter quelque chose, si tu veux, où je vais tomber, tiens, je vais aller sur le fil d'actu qui m'est proposé. Et tiens, cette personne-là, je la suivais pas, ou ce site-là, je le suivais pas. Tiens, mais c'est intéressant. Tiens, mais tiens, je connaissais pas, je vais regarder. Et même des fois, c'est en allant chercher dans le moteur de recherche pour quelque chose. Je regarde les résultats, tiens, je dis, tiens, il y a tel site, tiens, tiens, ça m'intéresse, tiens, je tombe sur l'article, il est génial. Et puis après, c'est comme ça que je m'intéresse aussi. Il y a aussi une part qui est laissée au hasard, parce que tout peut pas être, on va dire, géré au cordeau. Heureusement qu'il y a une part qui est laissée au hasard. C'est de ça justement que je voulais que tu me parles, et c'est tout à fait cette attente, cette dimension de part de hasard là, qui est importante, je pense, dans notre culture personnelle. Oui, C'est oui. assez fondamental. Puis, tu vois, j'ai beau automatiser, comme je disais avec Feedly, par exemple. Moi, il fait un digeste, je vais regarder, mais je m'emploie à aller regarder quand même les catégories que j'ai faites pour voir s'il n'y a pas des articles que lui, il a sélectionnés, parce que lui, il sélectionne en fond. Mais moi, il y a des choses que j'aime aussi, que peut-être il n'a pas sélectionné, donc je me force quand même à les regarder. Et quand je fais de la veille, bah, il y a des fois, je vais même jusqu'à lire un article jusqu'au bout, ou une vidéo, ou un podcast, et je peux décider de ne pas le partager du tout. Parce que moi, voilà, je l'ai écouté, voilà, parce que je me suis dit peut-être à quelque chose d'intéressant, non, mais je vais pas forcément le partager parce que j'ai pas j'ai pas un état convulsif où je dis faut que je partage, faut que je partage sur les réseaux pour faire du partage, pour faire du contenu. Non, Mm. si j'y trouve pas de valeur, enfin à mes yeux, si je trouve pas de valeur ajoutée, je le partage pas. Dans ce que tu nous as décrit, enfin, je vais peut-être faire une petite précision pour nos auditeurs. Dans la veille, il y a ce qu'on appelle la dimension du push et du pull. Le push, c'est ce qui vient à toi quand tu as automatisé, et le pull, c'est ce que tu mobilises. Et moi, j'aimerais savoir concrètement pour toi, Gérald, Ouais. le moment où tu fais ta veille, comment ça se passe? Tu as dit ça prend du temps. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce moment-là? Comment ça se passe? Tu peux dire, bah, je commence le mardi matin. Enfin, je sais pas trop. Tu vas nous en dire un On peu va faire plus. un comparatif avec ça. C'est un peu que bah, j'ouvre, je vais regarder mes différents, comment dire, Feedly ou InnoRaider, donc tout ce qui va m'aider pour ma veille. En fait, je vais regarder, on peut comparer ça à quelqu'un qui va lire le journal avec les nouvelles. Je vais regarder ce qu'il me propose, je vais regarder un tel, et puis en fait, selon le temps, soit si j'ai pas trop le temps, bah, je vais mettre à lire plus tard en fait. Je mets les articles de côté et je sais après, bah, je vais aller regarder ça plus tard dès que j'ai un moment. Parce qu'après, ça prend du temps selon l'article, la longueur de l'article, le nombre d'articles, si c'est des vidéos. Il y a beaucoup de choses. Parce que la veille, ouais, Concrètement, pour toi, sur l'échelle d'une semaine, ça prend quoi comme temps? ouais, ça c'est variable parce que si j'ai beaucoup d'activités là, comme cette semaine où j'ai pas eu, à part lundi où j'ai posté ma newsletter que j'avais fait dimanche soir, mais ça peut prendre beaucoup de temps, on va dire, parce que des fois, puis tu sais, on voit pas le temps qu'on passe forcément. Quand on est pris dans la lecture d'un article, après il y a des vidéos, s'il y a des vidéos qu'on regarde, si c'est un webinaire qui dure 1 heure ou une demi-heure, bon voilà, il y a du temps qui est variable. Ouais. Les podcasts, c'est pareil, c'est un peu devenu mon parent pauvre là en ce moment parce que j'en ai tellement dans ma file d'attente. Je suis obligé de faire une resélection en fait. Des fois, j'en sélectionne à mettre à écouter plus tard, puis je resélectionne après. J'essaye d'en garder une partie, je veux dire, j'allais dire entendable, où je puisse aller les écouter. Mais c'est vrai que j'essaye de grappiller du temps sur le temps où je vais écouter les podcasts en fait. C'est vrai que j'avais pas mal dans les files d'attente. Mais il y a tellement de trucs super intéressants. Je pense que c'est ça qu'il faut faire attention. Tout peut être sujet à tiens, je vais aller lire cet article, tiens, je vais aller regarder. Sauf il faut faire cette gymnastique, enfin comment dire, il faut vraiment se forcer, voilà, à se dire non, il faut que j'aille peut-être à l'essentiel. Peut-être il y a des choses que j'aurais voulu écouter, ben tant pis, il va falloir faire un choix. Faut se forcer à faire des choix. D'accord.
Je vais t'expliquer un petit peu, moi, une technique de veille que j'ai, une technique que je pratique, et Ouais, je vais t'expliquer comment je la mobilise. Tu vas me faire un feedback là-dessus. Alors moi, je regarde, je vais te donner un exemple très très clair. Je vois des cours sur France Numérique, des MOOC. ouais, Oh, il m'intéresse, ces MOOC. Ce sujet m'intéresse, il est en lien avec ma pratique professionnelle et j'ai dans mon esprit quand même une petite idée que c'est quelque chose qui va me servir quand même. Donc je vais le mettre de côté et puis après je vais aller chercher, au fur et à mesure je vais trouver autour d'une thématique que je vais aller chercher comme ça des ressources que je vais stocker entre guillemets. Et moi ma façon de faire c'est d'aller les remobiliser au moment où professionnellement j'en ai besoin. hmm, Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais regarder par exemple des tutos pour un outil, mais moi les tutos, je ne vais pas les regarder tant que je ne me sers pas de l'outil pour produire réellement quelque chose. ouais, J'essaye de faire, de lier ma courbe d'apprentissage à la mise en situation, et la mise en situation pour moi m'apporte deux choses. Un, il faut que je fasse, donc je suis contraint. Et deux, eh ben, du coup, ça a du sens ce que je fais puisque je l'expérimente tout de suite. Moi, je fais un peu comme ça, moi. d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est une façon de faire qui s'entend. Moi, c'est vrai que, en fait, comme je te parlais tout à l'heure de Wakelet, qui est ma bibliothèque où je mets les choses que je mets de côté, je catégorise. C'est que moi, je fonctionne. Même si l'outil, je vais pas m'en servir, et des fois, ça se trouve, je m'en servirai peut-être pas, hein, selon le contexte processionnel. Tu vois, je vais te citer un outil que je trouve génial qui s'appelle Parcourou pour faire des Ouais. parcours digitaux. Je le trouve génial, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser parce que j'ai jamais eu le contexte qui s'y prêtait. Oui, tout à Donc, je fait. vais pas utiliser un outil pour l'utiliser. C'est pas. Voilà, mais j'ai connaissance de l'outil quand même. Donc Voilà. voilà, mais et puis tu vois, tout ce que je garde dans ma bibliothèque Wakelate, c'est que ça va être des choses sur des thématiques, et j'ai remarqué que je fonctionnais beaucoup par mots-clés en fait. En fait, dès qu'il y a des mots-clés qui vont déclencher, si tu veux, là, je sais que j'ai besoin, je sais que je vais retrouver ça dans cette catégorie-là, dans ces trucs-là. Je vais me rappeler des articles et des choses comme ça. D'accord. Oui, ça me paraît bien comme ça. Mais c'est souvent, après, quand j'ai lu des choses, bon, je fais appel au Seigneur, mais c'est vrai que je fonctionne beaucoup par mots-clés, et c'est vrai que même maintenant, tu vois, bah, on va prendre l'exemple des podcasts, quand je suis invité à parler sur des podcasts, on m'envoie, bon, par exemple, les questions sur lesquelles qu'on va me poser, euh, c'est que je fais pas de phrases, je mets que des mots-clés. Oui, bah oui. Et ça va beaucoup plus vite, ça me permet d'être beaucoup plus fluide aussi dans la façon après de redire enfin, l'idée que j'avais qui était sous-jacente. Oui, oui, puis surtout, ça te la contextualise, c'est pas des Ah phrases oui, toutes oui. faites, ça n'a pas l'air déconnecté. Est-ce que, par exemple, à un moment donné, tu sais, tu as un peu cette veille où tu vas tout mettre dedans, et puis est-ce qu'il y a des moments où tu fais le grand ménage? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bon, attends, là, je vais regarder vraiment, puis je vais supprimer là tout ce qui ne sert à rien, ou je suis sûr que ça ne te servira à rien? Ou est-ce que ton filtre de départ est tel qu'en vérité tout te sert? Bah, je pars du principe que déjà bah, sur mes agrégateurs de flux RSS, on va dire que si je les ai intégrés dans l'agrégateur, c'est que ça m'intéresse. Potentiellement, ça m'intéresse. Après, moi, je filtre en fonction de est-ce que ça m'intéresse vraiment dedans. Ouais. Mais c'est vrai que j'utilise pas que les agrégateurs de flux RSS, parce que ça me fait penser à ça. Mais tu vois, même YouTube. YouTube, j'ai mon compte, je suis abonné à des chaînes YouTube et je reçois les notifications pour les nouvelles vidéos. Il y a des choses qui m'intéressent, d'autres que je laisse de côté. Oui. Et je crée après des playlists sur YouTube aussi qui restent comme ça, une autre, où je crée des playlists, où j'enregistre des playlists qui sont déjà créées. Mm. Je voudrais te parler un peu d'IA. Ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas, en plus, c'est pas fréquent en ce moment d'en parler. Ouais, puis du coup, tu sais, ça va être nouveau pour nos auditeurs, je crois qu'ils vont se Ouais. faire plaisir. Je te fais part d'une réflexion, Oui. et puis et toi, tu m'embrayes dessus pour me dire ta vision des choses. D'accord. Alors moi, j'étais sur l'IA le début décembre 2012. Dès que c'est sorti, parce que j'ai une veille très active là-dessus, j'ai commencé à utiliser ChatGPT direct. J'ai vite compris. En gros, ce que j'ai compris de ça, c'est que la paire gagnante, c'est moi plus l'IA. Pas l'IA tout seul, parce que c'est pas faire tout seul. En vérité, c'est un petit peu un moi augmenté où quand je vais aborder, je vais dire comme je fais, quand je vais aborder une thématique, un sujet, une réflexion, je vais lui demander de me poser des questions que je n'ai pas posées, en lien avec le sujet que je lui demande de traiter.
Et là, le constat, il est très simple. J'ai entre 20 et 30% entre guillemets, d'idées nouvelles que j'avais pas eues. Donc, du coup, ça me brade un petit peu. Et j'ai essayé, comme tout le monde, de suivre. Alors Ouais. là, j'ai réussi à suivre jusqu'en février, parce que du coup, ça n'avait pas fait l'effet exponentiel que ça a. Et donc, je découvrais des trucs à un rythme qui était assimilable. Et puis tout d'un coup, là, on va dire que avril, mai, juin, juillet, il y a eu un espèce d'emballement où toutes les minutes, je découvrais un truc qui était nouveau, qui était encore plus nouveau que le nouveau d'avant et moins nouveau que le nouveau de dans 2 heures. Et là, du coup, j'ai ressenti un espèce Tu sentais que tu de te noyais, quoi, ouf, je me suis sous dit, putain, l'information. oui, puis du coup, je me disais, ça me sert plus à rien, puisqu'en vérité, je fais qu'apprendre des trucs nouveaux que j'utilise pas. Mais par contre, je comprenais bien que c'était nouveau et que c'était mieux. Et là, tu sais ce que je me suis dit, j'ai arrêté Ouais. de suivre, et je me suis dit, écoute, les, j'avais observé qu'on nous proposait des nouveaux outils. Mais les nouveaux outils nous permettaient de faire des nouvelles tâches, d'avoir de nouvelles idées. Mais en vérité, je veux dire quelque chose qui n'est pas vrai, hein, mais un mois après, il y avait un mec qui sortait l'outil qui était issu de l'idée que m'avait donné l'outil d'avant. Donc je me suis dit, c'est pas la peine que je me creuse le cerveau à réfléchir à ce que je veux en faire, et puis moi me dire, ah oui, si on l'optimisait, effectivement, on pourrait faire ça et ça. Et j'ai commencé à faire des espèces de petits sauts de puce, tu vois, où je Ouais. disais, ah ben tiens, faut ça. Ah ben tu vois, du coup, ça y est. Là, je te donne le dernier exemple. Tout de suite, je me suis demandé, moi, pour faire des suites d'avatars pour mes formations, avec des gens dont on changeait le visage en fonction d'expression, de colère, de sourire, de préoccupation. Et Ouais. là, c'est d'actualité maintenant. Ça y est, on voit des planches complètes qui sont générées, où tous les Mm. prompts sont expliqués, etc. Et du coup, ça existe. Du coup, je me suis dit, c'est pas la peine que moi je réfléchisse 3 mois avant que ça sorte, puisque l'ordre des choses et les questionnements qui viennent sont naturellement les mêmes, parce qu'on se pose les mêmes questions face aux mêmes problèmes, Ouais. donc on amène les mêmes solutions. Et donc, j'ai décidé de fermer ça, et puis d'y aller, tu sais, c'est pas vrai hein, ce que je te dis, mais j'y vais une fois par mois, tu vois, regarder ce Ouais. qui s'est passé. Comment tu vois ça, toi? Bah, Parce que c'est là, on a vrai. un emballement, là. Ah bah c'est ouais, mais en même temps c'est un peu normal, hein, parce que Mm. l'IA ça bouscule tellement de choses. C'est sûr que ouais, au niveau des IA génératives, hein, surtout pour le monde de la formation, après entre ceux qui s'alarmaient en se disant c'est la fin de mon métier ou d'autres, voilà. Entre tous ceux qui sont enthousiastes à fond et puis ceux qui sont pessimistes à fond, tu sais, c'est comme je te dis, des fois la zone grise c'est là où la réponse se trouve, hein. Mm. Mais c'est vrai que là, il y a un tel flot d'informations, là, on peut pas faire mieux hein, en termes en termes d'informations, de ressources, de choses. C'est vrai que c'est incroyable, quoi. Moi, je le vois bien en faisant la veille. On part de quelque chose qui était au début. Maintenant, c'est des fois, ça occupe beaucoup les informations. Que ça soit aussi bien des politiques pour les écoles, au niveau de l'intégration des IA, que la formation des formateurs ou des enseignants. Plein de choses comme ça, au niveau comment on peut intégrer les pratiques, enfin l'IA dans les pratiques pédagogiques, enfin plein de choses comme ça, quoi. Comment on peut évaluer alors que Mhm. l'IA est Ouais, présente? ouais. Bah, maintenant, Ça, on peut créer des quiz. Je sais, on peut citer Wiclap avec Quiz Wizard, par mm, exemple. On peut créer avec ChatGPT, peut nous sortir des quiz à partir d'un sujet et on peut les exporter sur Kahoot ou ailleurs. mm, Et c'est vrai que c'est phénoménal ce qu'on peut faire. C'est vrai ce que ça peut faire gagner aussi en temps, quoi, hein. mm. Mais par contre, je trouve qu'il y a un aspect sur l'IA qu'on n'entend pas beaucoup, ou c'est peut-être moi en fait de ce que je regarde où j'en vois pas beaucoup, c'est tout l'impact environnemental en fait. Ouais. Parce que c'est pas neutre quand on fait une requête sur ChatGPT ou autre, hein, Perplexity ou ailleurs, hein, Claude ou quoi qu'est-ce. Faut quand même bien savoir. Il me semble, de mémoire, j'avais lu un article, c'est une demi-bouteille d'eau qui est consommée à chaque requête. Donc, quand on multiplie par le milliard de requêtes qu'il y a par jour, on est quand Mm. même dans un monde où on dit attention, le réchauffement climatique, on va vers l'extinction, pas de la planète, parce que je pense que la planète, elle s'en sortira mieux quand on sera plus là, elle va se refaire d'elle-même. Elle se Mais régénérera. c'est plutôt vers notre extinction à nous, hein, qu'on court. Mais c'est plutôt un pan qu'on n'entend pas beaucoup, quoi.
Pour le numérique, on l'entend assez, hein, quand même. Enfin, tu sais, dans Les toutes gros les data grandes villes. centers qui font des réchauffements, là, qui sont dans les trucs arctiques ou je sais pas où, là. Ouais, bah oui. Mais ça, Mais j'ai tu sais, l'impression c'est que des questions qu'on se pose pas, hein, parce que on a tous des smartphones. oui, Quand tu vois ah, il y a les les métaux minerais, oui, précieux, les les minerais métaux rares. précieux qui a un truc, tu vois ce que ça coûte et ce qu'il faut Ah, brasser pour extraire 1 kilo de truc, je sais plus ce que c'était. Bah, ça fait pleurer, ah, quoi. puis on parlait, ouais, tu vois, si on parle, faut que tout le temps changer son téléphone là pour être à la page, C'est ça. alors qu'il serait tellement plus facile de le garder quand même pendant plusieurs années. Mm. Bon, Et donc dans notre dimension de veille, moi, ce que je voulais dire, c'est comment aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut quand même être au courant de ce qui se passe autour de l'IA? Et on va prendre simple, hein, nous, on va rester dans les questionnements autour de la formation, hein, parce ouais, ouais, qu'effectivement, ça ouais. peut te répondre à n'importe quoi. Qu'est-ce qui serait judicieux, selon toi, de mettre en œuvre pour un formateur, une formatrice, un concepteur pédagogique? Bah après, ça va être en fonction des sites ou des personnes à suivre. Tiens, par exemple, si on parle, tu parlais des images générées par IA. Toi, par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui est vraiment très, très, très forte là-dessus, Lucy Dorn. Mm. Franchement, puis qui publie sur LinkedIn et qui fait vraiment des choses où, puis elle partage. Hein. Bon, elle a écrit, là, je crois qu'il y a un livre qui est en cours de publication là-dessus, où elle fait vraiment beaucoup de choses. Quand on voit les réalisations là, franchement, Tu vois, ça pour moi, c'est une super veille. ouais. C'est de trouver celui ou celle qui est experte, qui a écrit le livre, qui va me faire un raccourci énorme Ouais, ouais. et qui va me faire gagner les 6 mois auxquels j'ai pas Parce que écouté, là, quoi. même, elle partageait, je crois, dernièrement, j'ai vu sur un de ses posts LinkedIn, la requête, le prompt qu'elle avait fait pour recréer les images, pour qu'en fait, t'aies tout le temps le même personnage, donc dans le même contexte, mais avec Ouais, différentes situations, le visage qui change, voilà, parce que c'est ça qui est vraiment dur. Et c'est vrai ce qu'elle disait, à juste titre, elle, ça a vraiment été de la recherche qu'elle a fait, elle a vraiment fouillé, passé du temps, et on le voit, hein, moi je vois même dans les vidéos qu'elle a fait, je la suis depuis longtemps, j'ai vu la progression aussi de ce qu'elle des réalisations, des productions qu'elle partageait. bah oui. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'avec l'IA aussi, alors en plus de la profusion de ressources et d'articles dessus, il y a une profusion de personnes qui sont d'un coup arrivées comme ça, jamais vues avant, et Mm. qui sont devenus grands prophètes, ouais, grands prophètes de l'IA ou des choses comme ça auto-annoncées, qui vont révolutionner de A à Z votre façon de gérer votre temps ou votre entreprise, ou je sais plus comment ils donnent les machins. Mais ça, on en voit, c'est devenu, ça a poussé, oh là là, c'est... La plus belle que j'ai vue, c'est il a confié 100 $ à l'IA, il a gagné 18 000 $ en un mois. Non, Ça, mais je veux dire, j'adore ça. il y a Et c'est beaucoup de possible choses. en plus. Le pire, c'est que c'est possible. Ouais, parce qu'il y a des choses intéressantes, ouais. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir faire le tri, quoi, entre. Et question, tu t'as pas peur, toi, que l'IA te remplace? Parce que comme nous, formateurs, on va tous être remplacés par l'IA, là, d'après les dires, hein, bien sûr. T'as pas peur, toi, que ça te remplace pour la web? Parce que moi, Alors, je disais là, veille. ma réponse, elle va être faite là. Alors, maintenant que je parle, je ne sais pas, je peux pas encore voir l'avenir plus tard, mais au moment où je parle, c'est quand même bien encore un humain qui met la requête dans la machine. Ah, tu m'as fait peur. Mais puis, justement, c'est comme tu parlais, moi, je le conçois comme un assistant. Mm. Moi, je l'ai utilisé de ChatGPT, je trouve que c'est génial déjà pour brainstormer avec lui pour des idées, Ouais. pour découvrir des nouvelles choses, tu vois, enfin, même pour améliorer, même, je m'en sers même pour mon scénario, tu vois. Mm. Et après, c'est soit une base de travail, soit quelque chose pour t'apporter des nouvelles idées. Mais ça peut pas rester quelque chose pour argent comptant. Mm. C'est souvent, pour moi, c'est un assistant virtuel. Même Ouais, maintenant, ouais, là, c'est. je vois, puis maintenant, il y a quasiment tous les outils te proposent de l'intelligence artificielle. Je vois là avec mon site WordPress, quand je fais des articles, maintenant j'ai une option avec des petites étoiles. Je peux demander à l'IA de réécrire ce que je viens d'écrire, quoi. Mm. Ben oui. Mais des fois, c'est pas forcément très concluant. Puis ça dépend aussi de la requête. Ça dépend comment on contextualise les contraintes. Enfin, quel rôle on lui donne. Mais, Je vais te poser une question. mais tu peux. Est-ce que la veille qui consiste à regarder ce qui se fait, n'est pas un frein au développement et à l'innovation? Dans quel sens?
Eh ben, dans le sens que si je réfléchis par moi-même, j'ai peut-être la chance de trouver quelque chose de nouveau, alors que si je m'appuie que sur de la veille, je suis sûr que c'est du réchauffé. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion-là? Alors, il y a eu un moment où je me suis posé la question, je me suis dit en faisant la veille, en partageant ma veille, est-ce que je court-circuite pas un peu la curiosité des gens? Cette question m'est venue à l'esprit. Très Est-ce bonne que, question. voilà, est-ce qu'en fait, ils se satisfait, enfin, est-ce que peut-être qu'ils iraient trouver d'autres choses de leur côté, mais bon, ils se contentent de regarder ma veille, notre veille, hein, c'est pas que moi. Mais j'ai dit, est-ce que j'altère pas un peu leur curiosité? Et puis au final, je me suis dit que non, parce que c'est peut-être des choses qu'ils avaient, peut-être en fin de compte, j'amplifie cette curiosité, on va dire. Peut-être des choses qu'ils n'avaient pas, des articles qu'ils n'avaient pas conscience, ou je porte à leur connaissance, voilà, plutôt des choses qu'ils n'auraient pas peut-être vues. Donc je me dis, puis charge à eux après d'aller creuser les articles, les liens qui sont dans les articles, les références. Je veux dire, voilà. Tu serais peut-être l'éclaireur de ce que je disais tout à l'heure, je ne peux pas voir ce que je ne connais pas. Ouais. Tu mets un petit peu des coups de projecteur, toi. L'éclaireur, en plus, c'est le titre du service, enfin, d'une publication du service de veille de l'université de Sherbrooke. Ah, très bien. Non, mais c'est vrai. Je me suis posé cette question, mais au final, non, j'en suis revenu parce que je me dis, je participe à leur curiosité. Je vais pas, je la court-circuite pas, je participe, je l'alimente, on va dire. Est-ce que tu sais, tu as des notions de qui te suit, combien ils sont, c'est quoi le Ouais, profil alors les profils ça va de, on va dire, des profils des enseignants, enseignantes, à formateurs professionnels, enfin un peu de tout. Je sais même des personnes hors formation ou choses comme ça. Mais il y a, après il y a des personnes qui font de la veille aussi. Mais ouais, après le nombre qui me suit, je veux dire, en fait, ça c'est quelque chose qui m'importe peu parce que je partage pas ma veille pour ça, et en même temps le chiffre ne veut pas dire grand-chose. Je vais m'expliquer Exactement. là-dessus. On regarde actuellement le nombre de personnes qui me suivent sur LinkedIn. Au final, sur ce nombre-là, combien véritablement ont activé la cloche pour suivre régulièrement mes notifications? Est-ce que tu as cette info? Non. Non, tu l'as pas. Moi, je n'ai pas connaissance qu'on puisse avoir ce chiffre. Alors peut-être je peux me tromper, mais j'ai pas connaissance de Bah, ça. je sais pas, je pose la question. Mais non, et tu vois, c'est assez relatif. Et bon, il y a une chose qui, je fais une petite aparté, mais il y a des fois, il y a une chose qui m'insupporte. Après, c'est propre à moi, hein. C'est des fois les posts où vous êtes 15 000 à me suivre, je vous remercie, merci public à la façon Franck Ouais. Dubosc, où je me vois pas, si tu veux, je me vois pas à chaque millier ou chaque centaine faire un post pour remercier les gens de me suivre. Enfin, ils me suivent s'ils en ont bien volontiers, je les force pas. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Ton travail de veille et ton partage, c'est quelque chose de totalement philanthropique. T'en retires pas de ressources. Non, mais par contre, je retire beaucoup, comme on en a parlé avant Pareil. d'enregistrer, tu vois, la veille m'a amené beaucoup de choses après. Beaucoup de choses que j'aurais pas pu imaginer à la sortie de mon titre FPA. Voilà, je me suis lancé, j'ai dit voilà, je continue la veille pour moi, je la partage parce que je l'ai partagé à mes collègues, puis j'ai continué de le partager, je dis au plus grand nombre, quoi. Je dis, parce qu'au final, les réseaux sociaux professionnels, pour moi, c'est un peu comme une grande machine à café, on se retrouve tous. Et Mhm. là, c'est là, on partage, et puis moi, ça me permet aussi d'enrichir, bah voilà, avec les personnes que je suis, les publications, les choses comme ça. Et oui, c'est totalement philanthropique, hein, mais de l'autre côté, ça m'a permis, ben, il y a quoi? Ben, maintenant, ça fait 2 ans, hein, ça va faire 2 ans, fin de ce mois, bah, que Todd Cursus, par l'intermédiaire de Denis Lamontagne, m'a contacté. Alors, tu vois, ça m'a fait tout chaud, parce qu'on parlait de reconnaissance Mhm. tout à l'heure. M'a envoyé un mail me disant voilà qu'il avait suivi ce que je faisais, ce que je postais sur LinkedIn, hein, puis sur les réseaux, et que ça l'intéressait, qu'il aimait bien un peu mon style, et puis que voilà, si ça m'intéressait d'écrire des articles sur les tech, quoi, sur les technologies éducatives, sur des outils numériques. Parce qu'apparemment voilà, il lui manquait quelqu'un, il aimerait bien rajouter ça au nombre de rédacteurs qu'il y a chez Todd Cursus. Bon, j'aimais autant te dire qu'au début je dis bah, attends, Todd Cursus, moi je suis ça C'est ça. depuis que je suis en formation FPA, j'ai cette personne-là qui me contacte, j'ai cru que c'était j'ai Un dit, fake. un fake, ouais. Je dis, alors au début, bon voilà, je dis, ouah, je fais attention, je dis, ça se trouve,
Puis j'ai dit: «Allez, on va», je réponds. Après on a fait une visio ensemble. J'ai dit: «Ouais», je lui ai redit, j'y croyais pas et puis, j'étais tellement, si tu veux, j'étais tellement honoré que, voilà, la reconnaissance, quoi. Tu dis: «Voilà», bah, je dis: «Ouais, mais je dis: «Moi, je serais même prêt à travailler gratuitement pour écrire les articles». Non, elle m'a dit: «Chaque contribution, mérite salaire». Bon, voilà, bon, c'est pas non Ouais. plus je gagne pas ma vie en faisant les articles que je fais pour Todd Cursus, mais je suis tellement content de me dire que, tu vois, j'en suis alors, je sais plus le total d'articles que j'en suis, je dois pas être loin de la cinquantaine d'articles que j'ai écrits parce au départ, avant que je fasse ma veille, que je publie maintenant ma newsletter, j'ai initié, enfin, c'est Denis Lamontagne qui a demandé de faire, les notes de Gérald qui étaient un peu la veille, qui est un peu l'ancêtre de ma newsletter de maintenant. Et en fait, j'ai fait ça pendant, 4 mois et puis, en fait, il y a pas on a arrêté parce qu'il y avait pas beaucoup de monde faisait ça, puis il y avait pas de débouchés non plus. Puis, en fait, moi, j'ai dit: «Tiens, mais moi, je vais reprendre l'idée parce que», je dis: «Moi, je peux» et du coup, voilà, j'ai continué moi de mon côté, la veille de Gérald est née après derrière. Voilà et c'est vrai que ouais, ça mais j'en retire, voilà, j'ai rencontré d'autres rédacteurs à travers, qui sont à travers le monde, hein, espagnols, qui habitent au Brésil. Denis Christol, j'ai eu l'occasion, voilà, de faire visio avec Denis Christol, donc je me délecte des articles sur Todd Cursus. Oui. Non, mais Tu parlais d'impact environnemental de la formation. Là, tout ce qui est apprenance avec lui, tout ce ouais. qui est, voilà, Frédéric, Durier, j'adore ses Ah oui. illustrations, ses dessins qu'il fait, c'est vraiment super. Puis d'avoir des fois des petits messages où, quand, tu remets dans ta veille un article de Frédéric Durier qui dit: «Bah, je suis dans la veille de Gérald, ça me fait trop d'honneur». Bah, tu vois, c'est des petites reconnaissances comme ça qui font du bien, quoi Ouais. et ça te permet de dire: «Bon, que ce que tu fais quand même, C'est pas anodin. c'est pas Exactement, c'est pas anodin» et anodin. puis, Ouais. j'aime me dire que voilà, ça participe à la réflexion globale de tout le monde, que ça peut être aider sur des pratiques, enfin, sur des réflexions de pratiques ou des choses comme ça. Voilà, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice de toute cette communauté en ligne qu'on a et puis j'ai même eu l'occasion, tu vois, après bon, on va parler des podcasts, mais j'ai eu l'occasion de faire des podcasts, tu vois, de rencontrer, du monde, tu vois? Le C2RP avec le C2 Podcast, Nicolas Lozansic, j'ai qui c'est que j'ai vu d'autres? J'ai Eductive qui est un site que j'adore qui est au Québec, où justement où il y a beaucoup d'enseignants qui font des récits de leurs pratiques, donc des retours d'expérience que je trouve géniaux et dedans, bah, j'ai Florence Sedaminou Muratet, je vais peut-être écorcher son nom, elle m'excusera, mais voilà, j'ai pu la rencontrer. On a fait un épisode de podcast avec Yves Main, je sais pas si on dit Yves Main ou Yves Mun, qui est du service de veille, de l'UQAM, l'Université du Québec à Ouais. Montréal et tu vois, il te dit quand t'entends, Yves, qui te dit: «Bah, écoute, moi, des fois, quand j'ai pas le temps, d'aller sur les réseaux, j'ai pas le temps en fonction, des obligations professionnelles, je vais jeter un coup d'œil à ta veille pour me tenir au courant». Bah, ça fait plaisir, quoi. C'est une marque, de reconnaissance où on te dit: «Bah, si tu passes à Québec, passe nous faire un petit coucou, tu seras le bienvenu», quoi. Ouais, tout à fait. Ça fait. En vérité, bah, c'est un petit peu ce que je vis avec le podcast. En vérité, c'est vraiment d'avoir des vraies relations humaines à travers ce qu'on fait, qui est aussi le podcast totalement philanthropique, Ouais. où je rencontre des gens et où, où on reçoit plein de petits messages sympas de gens qu'on connaît pas du tout et qui nous disent bah, merci, merci d'avoir fait ça, merci d'avoir partagé. Et c'est la plus belle des récompenses pour moi. Ouais, puis ça permet en plus avec, en fait, comme certains, ouais, que j'écrive pour Todd Cursus, je reçois des messages où vont me présenter, des solutions numériques et en fait, on rencontre d'autres passionnés aussi, tu vois? Je pourrais citer, il y a Azra pour Zelexio qui est une boîte, au Québec qui fait sur les évaluations. J'ai rencontré pas mal de choses, Fab Morin, pour WooClap qui est maintenant au Québec, super, enfin des gens géniaux avec qui tu discutes, tu passes des moments et tu vois qu'après, les distances, tout ça, voilà, bon, Mm. Tu sais, les réseaux, il y a un paramètre commun que je trouve, moi, dans les gens avec lesquels on interagit, c'est qu'ils sont... Alors, je vais te dire peut-être simplement, plus c'est des pointures, plus ils sont gentils. ouais, C'est extraordinaire la relation qu'on a avec des gens qui sont vraiment bien affûtés sur leur sujet. La façon dont, avec la décontraction, la gentillesse, l'humilité avec laquelle ils partagent les trucs, c'est très très agréable ça. ouais, ouais. C'est vrai, et puis c'est vraiment une constante quoi. C'est Bah, il y a bon, tellement
comme je disais, j'avais dit ça un coup il y a une constellation en fait de personnes inspirantes, je trouve. Ouais. Et tu rencontres tellement, toi, on parlait tout à l'heure, Jonathan Potier, Mm. Fabrice Laurendon, il y a plein de gens comme ça où en fait, après tu vois en message privé ou un truc comme ça, je veux dire, il y a, tu les suis, il y a des choses qui se font, enfin, je trouve qu'il y a, les échanges sont super, quoi. Surtout, ce qui est intéressant, ce qu'on disait, on a fait un petit peu de off juste avant, c'est de pouvoir aussi, à travers la veille, percevoir les sujets dans des prismes différents. Ouais. Tu peux nous en reparler un petit peu de ça? Pour que nos auditeurs soient un petit peu au courant de cette chose qu'on a échangé tous les deux en privé. Alors sur les prismes différents, sur les différentes personnes, Ouais, la façon, tu sais, des fois on trouve les gens ils sont clivants, on trouve qu'ils sont, ouais, ils ont des partis pris, tu sais, après tu vois, t'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, tu vois? ouais, justement, ben ouais, ouais, comme je t'avais donné l'exemple un peu au Québec, avec, il y avait ceux qui sont à fond sur les données probantes en éducation et ceux qui disent ouais, d'accord, mais faut nuancer un peu les choses et puis qui se bataillent un peu là-dessus, quoi. Et que des fois, bon, moi j'aime bien, moi c'est mon parti pris à moi, mais j'aime bien en fait écouter les gens ce qu'ils ont à dire, même des fois quand ça s'affronte, parce que, enfin, moi c'est toujours un peu dans la zone grise où je trouve mes réponses en fait. J'aime bien aussi que ça me bouscule aussi dans mes idées. Et c'est vrai qu'après, on parlait pour en revenir toi à la veille, des choses. Euh, Toi, il y a des gens où je vais les assimiler à des choses. Par exemple, Jonathan Potier, je vais l'indexer avec le mot évaluation de la Ah formation. bah oui. Tu vois. Et donc, forcément, si j'ai envie, au niveau des ressources, que j'ai des choses, je sais que je vais aller m'orienter là-dessus. C'est pour ça que je suis son podcast, évaluationformation.fr, des choses comme ça, tu vois. Il y a plein de choses. Après, les gens, ouais, on va dire que les gens, je dirais, dans des catégories. C'est pas beau de le dire, mais c'est un peu ça ce qui se passe. C'est, par exemple, je vais dire les copains de Rendez-vous en Terre Digitale. J'adore ce podcast, hein, Clément Cagne et puis Olivier Bernard. Et ben, tu vois, je sais tout de suite les outils numériques. Moi, je trouve depuis le début, je suis ce qu'ils font, c'est génial, quoi. Tu vois, et je sais, tiens, je veux outils numériques. Bah, il y a eux, Fidel Navamuel avec la lettre des Avec outils. ces tis. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas beau de le dire, mais ouais, je range des gens dans des catégories. Excusez-moi. Ouais, mais bon, c'est tout ça d'aller retrouver et à Mais profiter de je tout les ce qu'ils range dans des partagent. boîtes. Très bien. Mais ouais, ouais, puis c'est intéressant justement. Par exemple, je prends l'exemple de Jonathan Potier. Il a sa façon de voir l'évaluation que je trouve très juste parce que souvent, moi, parce qu'après, je compare ça à ce que j'ai vécu. Petite expérience, hein, je suis dans ma 4e année d'exercice dans les formations où souvent l'enquête de satisfaction, la sacro-sainte enquête de satisfaction Mm. qui est là, qui est le révélateur de tout pour certains, qu'on met en exergue, c'est maintenant sur les sites grâce à. Tant Eh qu'Algopi, oui. c'est un super outil, mais je veux dire, que tu aies 98% de satisfaction, ça n'apporte pas grand-chose comme Ah, si t'as information. zéro transférabilité en dans Voilà, son et c'est travail. ça, en ça que le discours de Jonathan Potier, moi, je trouve qui est audible et compréhensible, et je trouve que Ah c'est oui. ça qu'on devrait chercher à améliorer, tu vois, à aller Ah tout de ben suite plus loin, la transférabilité des compétences. ce discours n'est pas procédural. Il est factuel. C'est Oui, plus la oui. même chose. Là, Non, puis effe- il y a des gens, tu vois, c'est aussi des gens qui savent, je sais pas, ils ont une voix, tu sais, un peu comme les conteurs, Mm. hein, qui te transportent. Quand on s'est contacté la première fois, je t'ai parlé de Marcel Lebrun. Je pense que Oui. c'est l'une des premières personnes où j'ai tellement été emporté par la façon, la délicatesse qu'il a de parler des choses, de la pédagogie, des classes inversées, des choses comme ça, de Ouais. t'emmener. Puis j'invite vraiment les gens à aller voir son site, même s'il poste plus dessus. C'est une merveille, ces articles qu'on peut aller voir. C'est comme des cours, en fait, et on peut se laisser transporter. C'est vraiment génial, génial, quoi. Moi, j'ai adoré, si je peux donner un petit tips sur des vidéos YouTube, c'est de regarder les vidéos YouTube où il est avec des enseignants universitaires de Lyon et Ouais. il leur dit: Et vous enseignez? Mais vous croyez qu'ils apprennent? Ouais. Ah, mais il est génial. Cette certitude en lui Oui, qu'il arrive à transmettre et, j'ai adoré. Puis, tu vois, en suivant Marcel Lebrun, c'était par les interviews, les causeries de Christophe Battier. Donc, ouais, Christophe ah oui, Battier, que je suis aussi sur les réseaux. Tu vois, et de fil en aiguille, je veux dire, tu vois, quand tu ouvres une porte, il y en a toujours une autre qui s'ouvre ailleurs, ou plusieurs même. c'est ça. C'est un peu ça la veille. Par exemple, je parlais de Denis Christol, une fois je lui avais dit j'adore vos articles parce qu'en fait, ce que j'adore, c'est une fois que j'ai fini l'article, c'est d'aller cliquer sur tous les liens de référence à la fin. Ouais, et t'as plein de questions à te poser. Bah ouais, et c'est ça qui est génial. Et la veille, Hmm. c'est
un état de questionnement qui Structuré. continue. Ouais, structuré, puis qui Structuré. continue, ça se finit jamais parce que ta curiosité, elle est jamais, je veux dire, elle est jamais remplie. Tu vois, il y a toujours plein de questions qui surgissent, plein de choses, des personnes qui vont venir remettre en question les idées que tu avais sur un truc et tu vas dire ah ben ouais, mais c'est pas bête, c'est pas con ce qu'ils disent. Ben oui. Tu vois, tu disais quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, ah non, mais moi, je suis nouveau, tu sais, ça fait pas longtemps, ça fait 4 ans. Ben c'est la vérité. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'échange avec toi, quand je regarde ce que tu produis, je vois une énorme maturité et je me dis que cette maturité-là, tu la dois à la veille, on va dire. C'est Ah oui, oui, bah vraiment. la veille m'a beaucoup aidé, hein. Et j'ai aussi une expérience professionnelle qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé. Alors ça, tu vas me dire, ça se rapproche de la veille, c'est pour ça aussi qu'on m'a recruté. C'est j'ai travaillé pendant pratiquement 10 mois dans un institut de formation paramédicale, là où j'habite. Ouais. Et en fait, ils avaient plus de documentalistes depuis plus un an et demi, hein. Et en fait, ils cherchaient, et moi, par relation, moi, comme je savais que je faisais de la veille, je dis, bah tiens, peut-être ça peut l'intéresser, il y a des choses. Il m'avait envoyé la fiche de poste, et ouais, il voulait, bon, documentaliste 2.0, avec, bon, faire monter une veille, il y avait des outils numériques, accompagner aussi l'équipe pédagogique, parce que c'était au moment du Covid, sur l'utilisation d'outils numériques, donc des choses que j'aimais bien. Et puis avec, il y avait d'autres choses qui rentraient en ligne de compte. Et puis je dis pourquoi pas, on va essayer, on sait jamais, hein. Et ça m'a tellement plu en fait, le métier de documentaliste. Bon, je travaille beaucoup dans l'insertion, ce que je connais. Mais le métier de documentaliste, bon, t'as un autre public, c'est des étudiants et des étudiantes. Puis t'as toute l'équipe ou tout ça. J'ai découvert tout un nouveau monde de formateurs en santé et que je connaissais pas. Et j'ai dit waouh. Et accompagner les gens après sur le numérique, l'utilisation. On parlait tout à l'heure, je crée des contenus médiatisés à destination des étudiants, mais aussi bien pour l'équipe pédagogique. Puis monter plein de projets, tu vois. J'ai un projet de podcast qui est resté mort-né. J'ai créé la chaîne YouTube de l'Institut. On a pu faire de la captation des cours en vidéo. Amener aussi ma réflexion sur, parce que quand je suis arrivé, autant dire que c'était les trucs, les cours, les vidéos, comme c'était 4 heures de présentiel, c'était 4 heures de Ah cours oui. en vidéo. Toi, je suis amené, puis j'ai dit, oula, ce serait peut-être mieux de couper ça, peut-être faire 3 cours au lieu d'un, enfin, avec un seul cours, en faire 3, quoi, 3 vidéos différentes, quoi. Peut-être ce serait plus digeste pour les personnes. Parce qu'à Oui. l'époque, il y avait un article qui était très bien dans Le Monde, qui illustre très bien cette période-là, et qui disait, en fait, quand le prof allume sa caméra, moi j'éteins la mienne et je vais faire la vaisselle. C'est ça. J'ai Et vécu ça avec mes enfants étudiants, moi, tu sais, où tu avais des profs en BTS qui étaient capables de prendre la parole à 8h30 et de la relâcher à midi, hein. ouais. C'est un exploit, hein, franchement. Et que de souffrance à écouter ce qui se passait. Alors, il y a Parce que... écouter et les PowerPoint. Mon Ah ouais, Dieu, les PowerPoint avec les tablettes de la loi, si tu veux, qui étaient gravées, là, et en fait, tu disais la même chose que tu voyais. c'est ça. Et voilà. Mais c'était une super expérience aussi parce que ça m'a appris à citer ses sources. Ouais. Des choses que je dois à cette expérience-là et que j'aime beaucoup, où je me retrouve beaucoup aussi, alors à la fois en tant que formateur, mais aussi en tant que documentaliste. Et là, citer ses sources, et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que un coup, on m'a fait la remarque sur LinkedIn, mais c'est la première fois que je vois des posts où il y a marqué source, et je taguais la source quand elle Ouais. était. Et je trouve qu'on parlait de reconnaissance, faut pas s'attribuer le mérite d'un article, je reposte un article. Non. Non, c'est Et tu sais, important ça de marche pas en plus, hein. ben non, ben puis c'est important de dire, bah voilà, je reposte cet article, c'est un tel qui l'a écrit, voilà, pour tel truc. C'est important de le faire. Moi, je trouve que c'est quelque chose, et Ouais, c'est Dieu respectueux. sait Déjà, que c'est moi, respectueux. ouais, puis c'est la reconnaissance, quoi. Et Mm. bon, j'y vois des fois sur les réseaux, hein, des fois les articles sont balancés comme ça sans. Puis c'est presque devenu, j'ai presque envie de te dire, c'est presque devenu un jeu aussi d'aller rechercher si, toi, pour taguer les personnes. Puis c'est une difficulté des fois aussi sur LinkedIn pour taguer les personnes. Mm. Parce que il faut que je joue un peu avec soit le nom de famille mélangé avec là où il travaille pour que le tag soit actif. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, quoi. Et il y a une autre chose que j'aime beaucoup, c'est faire une mise en bouche, on va dire, parce que je ne repose pas juste l'article comme ça. J'essaye d'en extraire l'information essentielle, enfin, quelque chose qui suscite la curiosité à la personne qui va voir le post. Je dis, tiens, c'est intéressant, un peu comme une métadescription, en se disant, tiens, ça me donne envie d'aller lire tout l'article.
Bah, c'est le titre et puis ton chapeau, hein, Ouais, où tu vas dire voilà ce qui se passe. Et du coup, c'est une vraie captation de l'attention, ouais. Des puisque fois, c'est on a... assez facile parce que les gens, Oui, dans l'intro, c'est déjà là, donc t'as juste à reprendre et puis voilà. Et des mm, fois, c'est beaucoup plus subtil parce qu'il va falloir que tu le faire un petit peu un travail de patchwork où tu vas aller chercher une partie qui est là, une partie qui est à la fin au milieu, et puis tu la regroupes ensemble pour déjà pas trahir l'idée générale de l'article ou du truc, pour redonner quelque chose d'assez construit. Parce que des fois, c'est assez. Mais c'est un jeu, ça devient presque un jeu. Tu vois, je parlais tout à l'heure, je fais ma veille, je lis comme lire le journal. Là, c'est ma petite pratique où je fais mes mots croisés, quoi. ouais, voilà, c'est... Si tu devais donner, en cette fin de podcast, des conseils aux formateurs, aux formatrices, Ouais. concernant la veille, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ce qu'on a dit, de notre échange? Ce qu'il faudrait qu'ils retiennent, la première chose, rester curieux. Ouais, je pense que la curiosité, c'est notre moteur qui nous fait avancer dans notre développement professionnel. Et la curiosité, c'est le début de tout, je pense. Ouais. La curiosité et le deuxième versant, l'envie de partager. Ah, ça, c'est important. Ouais. Et Oui. je comprends ce que tu veux dire parce que, en vérité, ça a du sens pour nous dans la dimension du partage autant que dans l'appréhension pour nous-mêmes, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. On adore partager les trucs nouveaux. Quand Ouais. tu le vois dans la discussion, ah, tu sais pas, j'ai vu ça, de nanas qui vont discuter. Ah, mais tiens, regarde, il y a ce nouveau truc qui est sorti, ou de gars. Tu vois, en vérité, ça nourrit l'échange. Je crois que c'est Oui. ça Bah, et qui est puis le plus c'est beau. ça, parce que des fois, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est les communautés de pratique qu'il y a, ou les communautés d'apprentissage. Je veux dire, j'aime bien en fait que ça permet aussi d'aller vers l'autre pour discuter, si tu veux. Parce que des fois, le métier de formateur ou de formatrice, hein, des fois, c'est des métiers on est un peu solitaires, des fois. Et je trouve Mhm. que là, de pouvoir se réunir, de discuter d'éléments de la veille, je trouve qu'en ça, Calliope est très bien, parce que moi, je le vois, bah, je parlais de l'Institut de formation paramédicale où j'ai été. J'ai beaucoup aimé ce versant Calliope, où justement, le Calliope, ça a aidé à ce que toutes les parties de l'Institut discutent entre elles, échangent. Ça a permis aux gens de savoir aussi qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur métier. De l'équipe pédagogique, voilà, avec moi en tant que documentaliste dedans. Je veux dire, tu vois, ça a permis aussi on va parler de nos pratiques. Tu vois, et ça a permis, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à en retirer. Il y a un décloisonnement qui se fait, quoi. Ouais, il y a un alignement sur un objectif commun. Voilà. On a pu bien le mesurer, ça. Et je Nous, on pense que l'a vu. et- Et une appréhension de ce que fait l'autre aussi dans oui, la c'est ce que structure. j'allais dire, et ça permet, en quelque sorte, de sortir de sa zone de confort. Moi, la Mm. veille, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort, des fois, tu vois. Mm. Peut-être que j'aurais pas sur les réseaux quand on me met un message, que ce soit bien ou mauvais, hein, si tu veux, mais je suis en capacité de dire je vais aller lui répondre. Voilà. Je vais Mm. apporter, voilà. Tu vois, par exemple, j'ai toujours cet exemple-là en tête. J'avais fait pour Todd Cursus un article sur TikTok. Je sais plus le titre exact, mais je sais plus si c'était pas un espace de créativité pédagogique. Enfin bref, Mm. hors toi. Mais c'était pour montrer qu'il y avait des enseignants, j'avais trouvé des ressources où il y avait des enseignants qui s'en servaient, qui expliquaient très bien pourquoi ils utilisaient TikTok dans ça, ou même il y a Sylvain merde, j'ai oublié son prénom. Sylvain Duclos qui avait fait un article très bien, c'est comment je peux m'inspirer de TikTok, donc du format de TikTok, pour créer des activités après. Voilà. Mm. Donc on n'utilise pas TikTok. Et à partir de cet article-là, un coup que j'avais posté, j'avais reçu quelqu'un qui avait marqué TikTok, bon, c'était au banc de la société. Ce que je conçois très bien, ça appartient à une société chinoise, c'est obscur sur les données, je suis Mm. d'accord, bon, d'accord. Là-dessus, je ne reviens pas. Mais je voulais montrer le versant où il y a quand même des gens qui l'utilisent. Je veux dire, je voulais pas montrer que le versant, enfin, que le verre à moitié vide en disant c'est mauvais, ben, on regarde pas, Mm. quoi. Il y a Toi. peut-être des choses à s'inspirer dedans. Et justement, Sylvain Duclos reprenait le truc en disant, bah voilà, moi je vais pas sur TikTok, mais je reprends le format et j'en fais quelque chose pour moi. Je vais te donner un exemple, moi, de ce que j'ai utilisé tout à fait au début quand j'étais formateur de formateurs. Tous les soirs, je leur demandais de m'écrire un tweet
Ouais. de ce qu'ils avaient appris dans la journée. Et tu sais que la limite, à l'époque, c'était 140 caractères. Et c'est un sacré exercice de synthèse, Eh et c'est ouais. Twitter qui nous permettait de faire ça. Bah oui, non, mais c'est Tous ça qui est les... génial. Et ça, c'était bien parce que dans un exercice de réflexion, de concision et de précision, c'est chirurgical ce truc-là. Bon, Ouais. après, Twitter m'a pas trop suivi, ils sont passés à 280 caractères. Oui, Franchement, c'était pas top. Hein. puis maintenant, tu te fais certifier, tu peux faire des tweets qui font des pavés, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Donc tu vois l'exemple, bah ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Twitter? Non. Tu vois, on peut aujourd'hui utiliser ah cet oui. outil. J'ai un autre exemple, quand je crée la grande école du numérique, j'imagine un forum, je développe un forum, parce qu'on est développeur avant tout, je développe un forum pour que tout le monde échange dessus, et je te cache pas qu'à l'époque, c'était un peu une usine à gaz. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai essayé de l'expliquer à une de mes collègues et elle me dit froidement, putain, si c'est aussi chiant à écouter ton explication qu'à utiliser, ça doit être dramatique ton truc. Oh, je dis putain, elle en est mort. Et puis écoute, arrive la réunion, on a tous les étudiants sont là. Et puis je leur dis, bah, il va falloir qu'on collabore ensemble. Est-ce que vous utilisez un truc? Je parle même pas d'outils. Est-ce que vous utilisez un truc, vous, quand vous échangez ensemble? Ouais, on est sur Discord. Ah, en gros, c'est des devs, hein, c'est tous des gamers. Donc, ah, d'accord. Qui a Discord? Alors moi, je l'avais parce que j'avais 2 étudiants enfants. Ouais. Donc, j'avais un compte Discord. Si tu veux leur parler, il faut être là où ils sont. Et là, tout d'un coup, il y en a 23 sur 24 qui lèvent la main. Ah bah, j'ai oublié que j'avais fait un forum. Hein. Direct, il n'y avait plus de forum d'ailleurs. Hein, on n'en a jamais parlé du forum avec personne. Et tu vois, c'est aussi utiliser ce que tu as sous la main, quoi. On pouvait faire des espaces, des groupes de travail, on pouvait échanger, ils pouvaient échanger. On avait un espace qui était détente, tu sais, le canapé où on pouvait raconter des blagues, partager sa musique, comme dans la vraie vie. Et puis là, on avait des espaces où des groupes, on avait des groupes de travail, eux par métier, et puis après par activité ou par type d'apprentissage, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la veille qui nous donne cet accès-là. Parce qu'après, quand on arrive à détourner les choses, bah ouais, puis il faut être ouvert, quoi. Si j'avais pas rencontré ça, je serais peut-être encore en train de leur expliquer comment marchait mon super forum, sur lequel ils seraient jamais allés, tu sais. Ouais. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans un centre de formation. Il dit, nous, on a mis un chat contextuel pour les apprentissages. Ah ouais, faites voir. Bah, il y a que le prof qui l'utilise alors. C'est moche. Bah oui. Et je dis pourquoi ils n'utilisent pas les étudiants? Ah ben on sait pas. Ben, peut-être que c'est nul. Faut peut-être se poser la question hein, s'ils l'utilisent pas. Parce qu'on aime tous les choses simples. Hein. Si Oui. c'est simple et c'est mieux, je l'utilise. Hein. Moi, je vais pas m'emmerder à aller inventer la poudre. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment comme ça. On aime bien utiliser ce qu'on connaît aussi. Donc, des Oui. fois, Oui, d'aller oui, sur puis autre chose. cette question, tu sais, qu'on a souvent avec les formateurs. Ah ouais, Laurent, alors c'est quoi le meilleur outil? Alors je dis déjà, le meilleur outil, c'est la relation entre ton cerveau et ton bras qui écrit. Ça, pour moi, c'est le numéro 1. Et le deuxième, si on parle d'outil, c'est celui que tu utilises. Comment ça? Bah oui, parce qu'un outil que tu n'utilises pas, il n'est pas bon. Par défaut, il ne pourra pas être bon. Donc, un truc que tu utilises, ça marche, c'est bon, voilà, on y va comme ça. Bien, bah écoute, je suis super content d'avoir partagé ce moment de veille. Ouais, bah écoute, pareillement. Hein. Je vais partager ton lien LinkedIn pour que les gens puissent se nourrir de toutes tes recherches. Et je te remercie surtout Gérald pour ta gentillesse et puis d'être venu partager ce moment avec nous et avec les auditeurs du podcast de la formation. Bah écoute, ça a été un plaisir. Hein, et puis, merci pour l'invitation. Bon, ça m'a fait très plaisir. Excellent moment. Et voilà. Eh bien écoute, en tout cas c'est partagé. Je sais que ça sera partagé pareil pour nos auditeurs. Et je leur dis à bientôt pour de nouvelles écoutes et de nouveaux épisodes du podcast de la formation.